Comme quelques autres éditeurs jeunesse, l'Atelier du Poisson Soluble propose, à côté d'albums accessibles aux petits, quelques ouvrages théoriques écrits à l'intention des grands. Ainsi en est-il de la revue Hors Cadre, l'Observatoire de l'album et des littératures graphiques, et aussi d'un livre écrit par Sophie van der Linde intitulé tout simplement « Lire l'album » et qui fait figure d'ouvrage de référence pour tous les passeurs de livres qui souhaitent s'initier au langage de l'image et au rapport texte-image. Et à côté de cette revue et de ce livre, vient de paraître, il y a quelques jours à peine, un autre livre dans le même format, mais cette fois ce ne sont pas les 3 brigands de Tommy Ungerer qui figurent sur la couverture, mais bien quelques personnages féminins appartenant à l'univers des albums jeunesse. Ça va d'un bébé de Nicole Clavelou, en grenouillère bleue. Voilà. À la vieille Tantrute de Sian Hall, avec au centre la petite Olga Delia Green et son t-shirt Strong Boy. Ce livre tout neuf porte comme titre « Fille d'album ». Son auteur, Nelly Chabrol-Gagné, s'adresse d'habitude avant tout à ses pairs, c'est-à-dire à d'autres chercheurs. En effet, Nelly Chabrol-Gagné, que nous allons écouter à présent, est universitaire. À Clermont-Ferrand, elle est maîtresse de conférences à l'université Blaise Pascal, responsable pédagogique du master création éditoriale générale et de jeunesse. En capitale, le CEGJ. En France, vous affectionnez les initiales, je crois, les abréviations. Un travail qui débouche sur des publications et des colloques dont les titres donnent à tout un chacun l'envie d'en savoir plus. J'ai eu l'occasion de feuilleter cette semaine un livre dont le titre était « Devenir adulte et rester enfant », relire les productions pour la jeunesse, co-dirigé par Nelly Chabrol-Gagné, et un article que vous y signez dans ce volume est dédié déjà à Julie, qui avait une ombre de garçon. Je me souviens d'une journée d'études consacrée aux éditions Hippomée que vous avez organisée en 2010 et à laquelle j'avais eu vraiment le grand plaisir de participer. À vous la parole, Nelly Chabrol-Gagné. Vous avez repris pour votre exposé, non pas le livre, le titre de votre livre tout neuf, mais « Mère et fille » dans l'album de jeunesse ou « Une sacrée bataille d'images ». Merci beaucoup Maggie. Merci, bonjour à vous toutes. Oui, et à vous tous, messieurs. Je voudrais remercier très chaleureusement les organisatrices et les organisateurs de ce 13e Salon du Livre de Jeunesse de Namur, et particulièrement Isabelle de Kuiper. C'est la première fois que je viens à Namur. C'est la 2e fois que je viens en Belgique et j'y ai trouvé un accueil formidable. Voilà, donc je suis très très contente d'être parmi vous et j'y resterai même jusqu'à dimanche puisque le lieu m'a beaucoup plu. Je remercie aussi l'atelier du salon de l'atelier du Poisson Soluble de m'avoir fait confiance sur ce coup-là. Je pense que c'était pas évident. Ça a été une très longue aventure. Quelques années de recherche et ils ont eu ce courage là d'éditer ce livre avec des images, donc je les remercie. Difficile de parler après Ivan Chenouf, difficile aussi de parler après Christian Bruel. Ce sont mes aînés, ce sont pour moi des points de repère et sans doute si je suis aujourd'hui avec l'album et si j'ai quitté certains auteurs du XXe siècle, c'est parce qu'il y a eu Christian Bruel, entre autres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu des mères et des filles dans l'album de jeunesse. J'ai mis comme sous-titre une sacrée bataille d'images. Je ne voulais pas reparler des filles d'album. Si ça vous intéresse de voir un peu ce livre, il est à votre disposition tout à l'heure. Donc il s'agira aujourd'hui de considérer d'à peu près quelques albums français et belges avec des personnages humains, comme je l'ai fait ici dans cette étude. Il n'y a donc pas d'animaux, et saisis dans des situations quotidiennes, voire très quotidiennes, telles qu'on peut ou telles qu'on a pu les rencontrer en France. J'ai donc exclu de cette analyse et de celle de ce jour, d'une part les contes,
et d'autre part les éventuels albums qui se déroulent en temps de guerre ou qui mettent en scène l'exil, non parce qu'ils ne m'intéressent pas, mais parce qu'ils relèvent, je pense, de situations excédant l'ordinaire, comme le conte, ou parce qu'ils convoquent des façons de vivre inhabituelles, je pense, au temps de guerre. Interroger cette relation filiale en terre judéo-chrétienne signifie sans doute s'engager dans une voie intermédiaire, un chemin de traverse dont l'importance sera moindre que si j'avais retenu par exemple la relation père ou mère-fils. Par exemple, Ève est bien mère, mais de garçon, tout comme Marie. Cela revient donc à m'inscrire dans une tradition profane, elle-même sous-représentée. En effet, où sont les mères et les filles prestigieuses en littérature générale? Que vivent-elles ensemble dans les contes fameux de notre enfance? Il suffit, c'est le seul détour que je ferai par Perrault, de regarder un peu ce qui se passe chez notre conteur français. Ou bien les mères meurent vite dans Peau d'âne, ou bien elles ont le second rôle dans La Belle au bois dormant, dans La Barbe bleue, ou elles sont folles. Et là, je prends le mot péraldien et sans mari. Et dans ce cas, elles en oublient leur rôle d'éducatrice, comme c'est le cas dans Le Petit Chaperon rouge. Ou alors, elles se muent en marâtres, comme dans Cendrillon. Quant aux filles, eh bien, nous le savons, elles dorment trop longtemps, elles s'amourachent trop facilement du premier venu et ne pensent qu'au prince charmant. En homme de son temps, Perrault relègue mères et filles à l'arrière-plan et les condamne à ne pouvoir grandir et vieillir ensemble en harmonie. En m'arrêtant sur ce lien intergénérationnel, qui est aussi un lien du sang privilégié, je me suis posé au fond les trois questions suivantes. Qu'en est-il de la ressemblance entre personnes du même sexe? Pensons à Perrault, dans les faits, qui écrit ceci: « Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée. » Deuxièmement, qu'en est-il de la différenciation? À partir de quand et comment l'être fille ou l'être mère ne résonne-t-il plus en termes exclusifs de comparaison qui justifient souvent rivalité et jalousie? Et enfin, qu'en est-il de la pression sociale qui dicte ce qu'il faut transmettre et comment, dans un cadre souvent très strict? Ces trois questions ont constitué en quelque sorte le fil rouge, le fil secret de mes analyses à venir, auxquelles j'ai voulu un sous-titre insistant sur la question de l'image aux deux sens du terme. Image d'album, bien sûr, et aussi image de soi, à travers celles qui peuvent nous ressembler le plus, peut-être, le cas échéant, notre mère ou notre fille. Afin d'approcher un peu l'interaction entre de tels personnages iconotextuels, je procéderai en deux temps, un peu chronologiques, afin peut-être de relever quelques évolutions. D'abord, j'essaierai de voir comment cette interaction a été envisagée par des scénaristes, auteurs, illustrateurs, illustratrices, en inspectant un petit peu le XXe siècle jusqu'aux années 70, et ensuite je zoomerai sur quelques albums pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Telle mère, telle fille, oui, mais jusqu'où? Alors, on va faire un petit retour en arrière et je vais faire un petit rappel de quelques images de fillettes que les jeunes lectrices françaises rencontraient notamment dans la presse qui leur était destinée ou dans des séries en images. Jusque dans les années 1960, peu d'albums à proprement parler s'imposent et ce ne sont pas, à mon sens, les albums du Père Castor qui vont relayer cette thématique, même si la production du Père Castor a été très importante et a marqué des générations d'enfants chez nous. Pour autant, des images existent, notamment dans la presse, mettant en scène des fillettes, voire des mères, et le faisant dans un but de sexuation évident. Sans remonter au XIXe siècle, riche de titres quand même, comme, je le rappelle pour mémoire, L'Abeille des Demoiselles, 1826, La Revue des Demoiselles, 1845, L'Ami des jeunes filles, 1848, je rappellerai surtout le lancement célèbre et le succès retentissant de la Semaine de Suzette chez un éditeur florissant, Gauthier-Langros, rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris. Le premier numéro paraît le 2 février 1905, à grand renfort de publicité, et pour bien marquer leur différence par rapport à leurs deux concurrents, les deux éditeurs, Henri Gauthier et Maurice Langros, non seulement savent qu'il leur faut toucher un public susceptible d'acheter et de lire au long cours
d'où la cible bourgeoise et chrétienne, mais aussi un public exclusivement féminin. L'argumentaire ne s'y trompe pas, je cite, « Si l'on a multiplié les feuilles amusantes à l'usage des petits garçons, on n'avait encore publié aucun journal qui répondît au tour d'imagination et besoin d'esprit de leurs sœurs. » Et il poursuit ainsi, donnant la ligne éditoriale assez feutrée pour un lectorat qui reste aménagé, la déformation caricaturale, l'enluminure violente, la trivialité des images qui emplissent les journaux jusqu'ici publiés pour l'enfance sont pour elle sans attrait et les choquent le plus souvent. Ce périodique, qui mesure 21 cm sur 30 cm, comporte 16 pages. Il est vendu pour un prix très modique, 10 centimes à l'époque, et l'entête montre, je ne sais pas si vous voyez bien en haut, l'entête montre deux petites filles bien sages, assises et plongées chacune dans une activité d'intérieur, intellectuelle et ou manuelle. Il s'agit d'écrire ou de peindre. Deux pots de fleurs sont gentiment placées sur la table. Elles sont encadrées par une guirlande de style nouille. En contraste, en dessous, l'image de couverture, qui est reproduite sur la droite en couleur, présente une fillette qui donne son prénom à l'histoire, pauvre Charlotte, ainsi décrite par le texte sous l'image. C'est illisible pour vous, donc je vais vous lire ce qui est écrit. Que va devenir cette malheureuse petite fille perdue dans la grande ville espagnole, poursuivie par un chien furieux et guettée par cette vieille femme d'aspect peu engageant? Vous le saurez en lisant Pauvre Charlotte, l'émouvant récit de M. Dagon de la Contrie, dont ce numéro contient le début. Ce récit donc est illustré par Paul Kaufmann, peintre dessinateur originaire d'Alsace, qui se fera remarquer par son style. Je note en tout cas la relative audace de mettre en scène une fillette et non un garçon en fuite sur des routes étrangères. Nous sommes loin ici de l'image d'Épinal de la fillette à la poupée, en tout cas dans l'image du dessous. La semaine de Suzette, c'est encore la revue qui accueille la toute première bévue de Bécassine, intitulée « L'erreur de Bécassine ». En fait, il s'agissait, pour la petite histoire, de boucher une page blanche dans le magazine, mise en scène par Jacqueline Rivière et déjà illustrée par Pinchon. Si la réussite éditoriale et le succès du périodique sont sans conteste, en revanche, l'image de la fillette qui est donnée à lire au fil des semaines et à voir dans les planches et les textes n'a rien de révolutionnaire. Dans l'ensemble, comme l'a montré Marianne Couder dans son étude, qu'elle conclut ainsi. Je vais vous le lire parce que c'est vraiment trop petit. On se repose sur la hiérarchie sociale, indispensable à la bonne marche des affaires, en insistant à chaque occasion littéraire sur la nécessité de chefs responsables et initiés, d'une main-d'œuvre soumise et confiante, chacun se trouvant assigné à une place précise. À plus forte raison, le plus modeste membre de la société, cette petite fille à qui l'on apprend patiemment les principes et les règles qu'elle devra respecter toute sa vie, doit-elle obéissance à sa famille, cet incontournable rouage de l'équilibre français, aux lois écrites et non écrites d'une moralité sans défaut. Ses devoirs et ses obligations, définis de manière précise, restreignent aimablement son champ d'action et d'initiative. Toutes ses faiblesses sont détaillées, expliquées, doucement réprimandées ou plus sévèrement condamnées. Ses goûts, ses loisirs, jusqu'à son habillement et ses amis, inventoriés, jugés, orientés, font l'objet de recommandations inlassablement et benoîtement astreignantes. Le modèle à suivre reste celui de la fillette idéale, telle que l'attend, la veut et l'appelle de tous ses vœux la société dont le noyau est indiscutablement la famille et le noyau du noyau, le couple marié et hétérosexuel. Dotée de vertus dites féminines, l'enfant du deuxième sexe, telle qu'elle se reflète dans les magazines, est en posture d'attente et ne constitue pas une force de vie et de proposition dans la démocratie domestique. Il faudra attendre que du temps passe. Martine, impeccable petite maman. Il me fallait revenir sur Martine pour une simple raison, c'est que petite, moi, j'ai lu Martine et je pondérerai un tout petit peu par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Ivan Chenouf. J'ai lu Martine et visiblement, j'ai réussi aussi à m'en échapper un petit peu. Alors, je voudrais rappeler que la première aventure de Martine sort en 1954. Ce prénom a occupé le palmarès des prénoms entre 1955 et 1960 dans votre pays et le nôtre. Et le premier opus est intitulé Martine
à la ferme, elle n'a pas son chien qui la rejoindra un peu plus tard. Donc, Martine est chargée d'incarner les joies de la vie rurale pour la génération d'après-guerre et de séduire un lectorat mixte, comme est souvent mixte la bande de copains-copines qui accompagne la petite héroïne. Le personnage va évoluer, elle est sympathique, serviable, elle peut être intrépide. Enfin, moi, c'était des souvenirs aussi d'enfance et de lecture que j'avais. Souvent dans l'action, elle est courageuse à l'occasion, dotée de l'esprit d'initiative. Et comme j'ai l'esprit un peu tordu, j'ai par exemple vu que dans Martine et l'âne Cadichon, c'est bien elle qui tire l'âne et non pas le petit garçon. Dans un autre numéro, lorsqu'elle est au manège, sur la moto, c'est elle qui conduit la moto et c'est pas le petit garçon. On la trouve effectivement souvent en jupe, souvent en robe, parfois en pantalon. Elle a les cheveux courts ou les cheveux longs. Bon, bref, elle est là, aussi dans sa diversité. Peut-être qu'il ne faudrait pas totalement oublier cet aspect-là de la fillette qui s'intègre, c'est une évidence, parfaitement à la vie familiale et sociale. Cette vie, il faut le rappeler, se déroule sous les auspices du bonheur et de l'aisance économique. Et là, je rejoins complètement Ivan Chenouf dans son discours très, très engagé et qu'il faut avoir, il me semble, par exemple, les parents de Martine, qui apparaissent rarement à l'écran et à l'image, le font sur un mode mineur de l'accompagnement. Le père peut acheter une maison de campagne, une caravane, peut payer des vacances à la mer ou à la montagne. Et cette mère, elle est dans le rôle attendu d'une mère aimante, réconfortante, comme on peut le voir ici dans Martine et les 4 saisons. Elle est chargée de la transmission des savoirs féminins dans le cadre domestique et des traditions comme la fête des mères. Nous sommes alors, et là il ne faut pas l'oublier, dans les 30 glorieuses, l'économie est florissante, la société de consommation bat son plein. Ce n'est qu'à partir des années 70 et surtout 1980 que la petite héroïne devient sujet à caution et à critique. Trop parfaite, trop lisse, Martine est indésirable à un moment où l'album de création a pris son envol, aussi bien dans les thèmes que dans les compositions graphiques. Ainsi, d'incontournable qu'elle était pour des générations d'enfants, Martine subit de multiples attaques frontales. Et c'est sans doute Martine, petite maman, qui va permettre à la critique de se défouler. Il faut dire que Martine, petite maman, est publiée en 1968. Ce livre devient la bête noire des médiateurs et des médiatrices du livre de jeunesse, de celles et ceux qui militent pour une autre vision de l'enfant, notamment de la fillette. Il semble de bon ton de brûler ces lectures d'enfance au nom de discours que la série véhicule et qui est jugé rétrograde, et au nom du style qui n'en serait pas vraiment un. Une librairie qui invente même le principe de la poubelle, et je tairai le nom, c'est une librairie française, y a même jeté dans cette poubelle, qui était réelle, dans l'espace de la librairie, certains Martine, tandis qu'un jeu de massacre voit le jour sur Internet en 2007 pour détourner les couvertures de la série, estimées trop idéologiquement correctes. Bien sûr, les éditions Casterman réagiront et exigeront la fermeture du site frondeur et iconoclaste en novembre 2007. Un informaticien est même allé plus loin en mettant au point un générateur de couverture détournée, le Martin Cover Generator. C'est un outil très simple qui consistait à choisir son album, donc sur Internet, son album préféré de Martine, de lancer ce générateur, et ainsi on avait de nouveaux titres qui apparaissaient. Martine a loupé son test ADN, Martine n'a pas de clope, dégage. Bon, je ne vais pas plus loin, vous avez compris l'esprit. Continuons. Julie et Judith se révoltent tandis que Marie fait un terrible cauchemar. Entre-temps, crise des idéologies et des systèmes économiques, guerres ethniques et religieuses, revendications de celles et ceux que l'on case dans les minorités ont sapé les fondements des sociétés traditionnelles que l'on croyait inaltérables. L'enfance, telle que l'a vécue Martine, loin de tous ces tracas, renvoie un tableau trop idyllique et utopique, trop irréel et finalement bien trop éloigné de ce qu'une enfant
peut espérer vivre dans une société. Je vous rappelle que Martine n'est jamais, ou rarement en conflit avec ses parents, elle n'est jamais vraiment confrontée à la mort, elle évolue donc dans cet univers protégé, rassurant, tel que le désiraient sans doute les deux concepteurs de la série au surlendemain d'un conflit mondial des plus meurtriers. Quant à conclure que les lecteurs et surtout les lectrices qui ont été fidèles à Martine ont été réactionnaires et se sont adonnés à de mauvaises lectures, c'est un pas que je ne franchirai pas, car je vous l'ai dit tout à l'heure, ayant moi-même été nourrie à Martine, Alice et à quelques autres séries en texte ou en images présentant des héroïnes actives, j'y ai trouvé enfant ce que les adultes ne voyaient pas forcément, à savoir des audaces mesurées, le goût du risque et de l'initiative aussi, sans que le spectre de la perte ne soit un horizon de lecture. Et ça m'a fait du bien, je le revendique et j'assume complètement avoir lu Martine. Avant de faire le grand saut dans le troisième millénaire mondialisé et en crise socio-économique, je consentirai donc un détour obligé par les années 1970, surnommé le printemps des éditeurs, époque florissante pour l'album de création unique et non de série, soucieux de travailler ce que l'on a appelé depuis l'iconotexte, en explorant les capacités de ces deux discours textuels et iconiques. Et je vais m'intéresser spécifiquement à 3 albums qui interrogent directement les relations parents-filles, et parmi les parents, je retiendrai surtout la figure maternelle. Ils sont tous les 3 parus entre 1976 et 1979 dans des maisons d'édition dirigées par des éditeurs et des éditrices ouvertement antisexistes. Alors je vais faire d'abord un éclairage particulier, parce que nécessaire, sur un album que sans doute vous toutes et tous connaissez, mais tant pis, je ne pouvais pas ne pas commencer par l'histoire de Julie, qui avait une ombre de garçon, paru au Sourire qui mord en 1976, réédité par Être, toujours par Christian Bruel, en 2009. Et je vais mettre cet album en relation avec le Bistouri de Mademoiselle Dard, de François Ruy-Vidal et Jacques Le Rouge, paru aux éditions de l'Amitié en 1979, et également réédité par Ruy-Vidal en 2003 dans sa maison, dans sa nouvelle maison qui s'appelait les éditions Délire. Et je m'intéresserai aux seules pages qui mettent en scène, d'une façon ou d'une autre, la mère et la fille. Alors, après 2 doubles d'ouverture, voici ce que nous découvrons, et nous découvrons donc Julie dans sa chambre avec son chat. Nous l'avons déjà vu entreaperçu dans les 2 doubles précédentes. Nous sommes ici, me semble-t-il, dans un lieu de vie interculturelle où règne un joyeux désordre et de nombreux jeux et jouets qui signalent des activités non genrées. Ballons de foot, jeux de fléchettes, posters d'indiens d'un côté, poupées, dessins de princesses, sans doute, ça on le voit dans l'image précédente, chapeaux de femmes de l'autre. Une petite phrase en italique, écrite par quelques régisseurs de la scène, nous indique, en haut à gauche, « Maman entre dans la chambre ». Mais l'image reste muette et ne montre pas la mère. Seul le texte poursuit par les paroles prononcées par cette mère, qui pose une première question fermée, à laquelle la fillette ne répond pas, sans doute parce qu'elle a mieux à faire, elle lit. Suit une deuxième question et le silence de l'enfant, si l'on en croit les points de suspension, la 4e ligne. Et finalement, il va y avoir la réponse. Et cette réponse confère une présence verbale à Julie et un tempérament qui la distingue. Elle emploie elle-même les mots « je ne suis pas tout le monde ». Mais, et ça me semble capital, il n'y a pas d'échange de regards, il n'y a pas de connivence, ni d'envie de répondre favorablement à la demande maternelle. Tel est le premier acte de cet album, considéré aujourd'hui comme un classique, qui a des airs de ressemblance avec l'Incipit de Max et les Maxi-Monstres, Maurice Sendak, si vous vous en souvenez, puisque la mère de Max également reste dans le hors-champ, et comme Max a multiplié les bêtises, elle le traite de monstre et le contraint à garder la chambre, il est puni. Voici en parallèle l'Incipit de Mademoiselle Dard. L'opposition
fillette, reste de la famille, apparaît d'emblée à l'image, et dès la première phrase, par une revendication féministe appuyée, que je vous lis, contre l'avis de père et mère, de ses 2 frères et de sa grand-mère, Judith avait juré pour le bien des siens, des autres et de chacun qu'elle serait doctoresse, diplômée, renommée et redoutée. Le texte note aussi les discours des adultes, tandis que l'image adopte non pas l'effacement complet, comme dans Julie, mais la coupe. Les personnages sont coupés, rendant l'enfant, même sous les feux d'un improbable projecteur, toute petite, mais vraiment toute petite, aux pieds des adultes qui n'en sont que plus effrayants. Je reviens à Julie dans l'ordre des doubles pages. Nous lisons ici un texte qui définit en 2 strophes Julie par la négative pour donner en creux le portrait idéal de la petite fille modèle. Et puis la dernière strophe, des petits quatrains, des faux quatrains, ce faux quatrain dit que le confident de Julie reste son chat, et dans la toute dernière ligne, introduite par 3 points, voici ce que le texte dit, mais elle voudrait qu'on l'embrasse quand même. Donc nous avons ici l'expression d'un regret, d'un manque, on ne l'embrasse pas car elle ne correspond pas aux attentes parentales. En pleine page, à droite, pour la première fois, mère et fille, et père à l'arrière-plan, sont faussement réunis. Il n'y a toujours pas d'échange de regards entre elles. Elles sont séparées, soit par la cloison, soit par un étage. Nous noterons au passage, ça saute aux yeux, surtout aujourd'hui, l'activité domestique très stéréotypée de la mère qui prépare le repas et du père confortablement assis en train de lire son journal. La suivante, qui est, me semble-t-il, une réussite formelle impeccable et qui nous piège en tant que lecteur, lectrice, une véritable mise en scène, une véritable théâtralisation. La mère est toujours dans leur champ et elle est toujours en train de délivrer une parole de réprimande et de désaveu. Nous devenons, en tant que lecteur, lectrice, cette mère face à Julie. Et Julie qui se métamorphose sous nos yeux grâce à ou à cause de la toute-puissance de la parole maternelle. D'enfant sauvage à gauche, Julie devient fillette présentable à droite. Elle est peignée, elle est lavée, elle est changée. Maintenant, mère et fille peuvent partir en promenade, comprenons que l'enfant est présentable pour la sphère publique. À la double suivante, la mère est toujours dans le texte et toujours dans le hors-champ. Sa fille est à l'image et elles sont toutes les deux en opposition. L'enfant risque gros en empruntant le rideau tout juste repassé par sa mère pour s'en faire une tenue à admirer face à un miroir qui devient complice de sa quête d'image et d'identité. Ce qui se passe là me paraît fondamental. Et cette image-là, qui va tout dire, c'en est trop. L'heure de la mise au point parentale a sonné, c'est l'entrée en scène du pater familias dans une composition graphique étonnante. Le texte est découpé en 3 morceaux et porte le discours des seuls parents. Julie, impuissante, est réduite au mutisme. Elle ne parle pas ici. Et pour redoubler ce déséquilibre dans les rapports de force au niveau linguistique et physique, les images présentent tout à gauche un bloc marmoréen, les parents, qui écrasent de leur hauteur la fillette devant eux, et elle est toujours mal fagotée, on peut le voir aux chaussettes et à l'ourlet qui est défait. Sur la page de gauche, toujours, nous avons la même scène en coupe et de profil dans un rapport identique de domination. Et tout à droite, les parents apparaissent en coupe et un jeu de main atteste de leur discussion, voire de leur dispute qui ne porte plus sur leur enfant à ce moment-là, mais qui vire au règlement de compte conjugal, tandis que Julie tend à disparaître, et c'est admirablement bien fait dans l'image avec le jeu des couleurs, puisque sa chevelure se fond avec le fond de la page. Et là, à ce moment-là, elle commence à vivre le traumatisme causé par l'insulte sexiste qui grossit, qui est répétée, qui grossit dans le texte grâce à la typographie « garçon manqué ». Voyons ce qui se passe au même moment dans le bistouri de Mademoiselle Dard.
Judith a multiplié aussi les bêtises et ses parents aussi jugent nécessaire d'y mettre un terme. Le texte, à la fois drôle et exagérément sentencieux, solennise cet instant où l'enfant va se sentir minuscule, encore une fois, face à l'autorité parentale. Le texte dit « Dans le salon, en tribunal, toute la famille siégeait pour juger l'instigatrice. » La mère, qui parle en second, à l'inverse de ce qui se passe dans Julie, où la mère porte davantage la responsabilité éducative, cette mère confirme « Trop c'est trop, je suis de ton côté, il faut trancher ». Nous voyons de fait 3 adultes qui sont du même côté, toujours en couple, ce qui est presque anxiogène pour le lecteur, pour la lectrice, car nous imaginons leur tête de parents terribles, tout comme le chat, qui est aussi de leur côté, semble-t-il, il a trahi la cause de l'apprentie doctoresse. Et à l'instar de Judith, on peut remarquer la ressemblance sonore d'ailleurs entre les 2 prénoms, elle reste silencieuse. Julie était sonnée par l'insulte tout à l'heure. Judith, quant à elle, est, je cite, murée dans sa hargne. La seringue au-dessus de sa tête, comme une épée de Damoclès, est heureusement tenue par la main grand-maternelle, qui a sûrement un côté vieille France, voire les mitaines, en dentelle sans doute, mais que dément son discours plutôt complice de sa petite fille. Elle dit « Ma foi, tempéra la grand-mère, cette petite est impulsive et vous exagérez toujours parce que c'est une fille. » Je retourne à Julie. C'est la première vraie rencontre entre mère et fille un matin après la fameuse insulte. Julie, affolée, interpelle sa mère, sans doute, on peut le voir à droite, sans doute en train d'apporter sur le plateau le petit déjeuner pour son mari. Et cet enfant interpelle sa mère sur un fait qui la panique puisqu'elle a une ombre de garçon. Pour la première fois, il y a un petit mot doux qui est délivré par cette mère. Elle l'appelle « ma puce ». C'est le premier, mais il est inutile, ce mot, car cette mère refuse d'entrer dans les idées de sa fille. L'affolement, voire le délire imaginatif de l'enfant, ne trouve pas de place ni d'écho dans la raison résonante d'une mère aveugle. Suivent 2 autres doubles pages que je ne vous montre pas, où Julie est seule, ou plus exactement, elle est avec son double, puisque son ombre masculine la hante et la suit partout. Je voulais vous montrer cette image-là. Cette fois, à gauche, ce sont les questions de l'enfant qui vont rester sans réponse maternelle, et c'est grave, car imaginant que l'obscurité est capable d'anéantir les ombres, Julie prend une décision radicale, comme vous le savez, elle veut s'enterrer et enterrer ainsi son ombre, à l'image, tandis que Julie s'essaie à gauche à jouer avec son ombre et à déjouer sa présence avec ses mains, les mains de sa mère, elle, ne semblent promises qu'à une seule et unique activité domestique, l'épluchage des pommes de terre. Je ne reviens pas sur le final célèbre qui consacre Julie dans son être, à noter que c'est le nom de la maison d'édition, c'est-à-dire dans son sexe et dans son genre, et en dépit des dictats parentaux. De même, Judith sait les conclusions qu'il faut tirer sur des parents comme les siens, et c'est aussi que son avenir, c'est elle qui se le forgera en dépit de ses pères et mères. Le 3e album que j'ai annoncé est Salut Poupée d'Adela Turin et Margherita Saccaro, traduit aux éditions des Femmes en 1978 et originellement paru à Milan la même année sous le titre Ciao Bambola. 15 doubles pages marquent en fait 2 temps que distinguent doublement la gamme chromatique et les contenus, à savoir une dominante jaune-rouge pour les chaleureux moments de partage entre une mère et son enfant, dans la chambre, alors que dehors il pleut, on va le voir, couleur qui se situe en amont et en aval de 9 doubles à dominante bleue pour montrer le cauchemar de Marie aux prises avec l'autorité d'une poupée baptisée Marie-Belle qu'elle aurait reçue en cadeau d'anniversaire de la part de ses grands-oncles et tantes maternelles, poupée qui la tyranniserait. L'Incipit a encore une fois des airs de Julie, c'est pourquoi j'ai voulu vous les montrer l'une sur l'autre, si je puis dire. Donc en haut, c'est la première de Julie, en bas, c'est l'ouverture de Salut Poupée, et nous voyons 2 phylactères qui émanent d'une fenêtre d'un immeuble situé dans une grande ville, on est toujours dans l'espace urbain avec ces albums, qui signalent un dialogue entre 2 personnages dont nous ne savons rien encore,
si ce n'est qu'une chatte, et non un chat, accompagne le duo et que les deux ont des livres. Julie aussi lisait. Tout à l'heure, Ivan parlait de cette nécessité de la culture et que peut-être ça pouvait passer par là. En tout cas, dans ces univers-là, il y a des livres. Voici la deuxième double, qui surprend par sa coloration lumineuse et dévoile l'identité des personnages. Le lecteur, la lectrice, en déduit qu'une fillette, souriante, mais dont l'apparence physique ne retient pas plus que cela notre attention. Elle a des cheveux noirs, courts, elle a des lunettes. Elle vient de rejoindre sa mère en train de lire dans sa chambre. Relevons une marque d'attention maternelle ici, le plateau du petit déjeuner. Je vous ai parlé tout à l'heure du plateau dans Julie. Le plateau du petit déjeuner, il est bien fourni et il attend ces deux personnages-là. Et elles sont en complicité. Et cette complicité est attestée tout autant dans leur échange verbal que dans leur position dans le lit. La quiétude de la chatte, vite rendormie, elle a changé de chambre, renforce le sentiment de bonheur qui émane de cette scène. Livres, nourritures agréables, il y a des cerises, des belles tartines, un gros beurrier et une brosse à cheveux. Tous ces objets, me semble-t-il, prouvent que bien des choses intéressent cette jeune mère. Bien se nourrir, bien se cultiver, soigner son apparence dès le matin. Voici la troisième double qui procède par un léger zoom avant et qui permet donc de réduire l'espace et d'insister sur la relation fusionnelle ainsi que sur le rapprochement physique et aimant des deux corps formés par le couple mère-enfant. La fillette n'aspire qu'à une chose, qu'il pleuve et qu'il pleuve encore et que personne ne porte atteinte à cette journée dominicale bienheureuse. Suit, après, ce que l'on identifiera plus tard comme une longue ellipse temporelle durant laquelle l'enfant s'est endormi dans la chambre et a sombré dans ce cruel cauchemar. Et dans ce cauchemar qu'elle va faire, nous apprenons que Marie, l'enfant, et Daniel, sa mère, vivent seuls. Il s'agit donc de ce que nous appelons aujourd'hui une famille monoparentale, que la mère a des théories, sans doute féministes, même si le mot n'apparaît pas. Cet album, ne l'oublions pas, est paru aux éditions des Femmes. Et nous apprenons aussi dans le cauchemar que le grand-oncle et la grand-tante ont décidé d'apporter un contrepoids, si je puis dire, à tant d'éducation féministe et offrent, alors c'est ce qu'elle pense dans son cauchemar, qu'ils offrent une poupée. Ils vont lui offrir cette fameuse poupée Marie-Belle, donc objet à haute teneur symbolique et vecteur de féminité qui devrait en principe imposer à Marie une autre éducation, celle communément attendue par les parents de l'époque à l'égard de leur fille. Je continue. Voici le troisième plan. Donc, il y a eu le cauchemar entre-temps, ces 9 doubles, tout en bleu. Et voici la sortie du cauchemar où nous retrouvons l'enfant et sa mère dans cette dominante jaune orangée. Elles sont face à face dans un plan encore plus rapproché. La chatte se frotte au dos de l'enfant, participe à son chagrin. Donc, nous comprenons là que Marie n'a fait qu'un mauvais rêve. La mère est là pour rassurer et calmer. Et pour de vrai, là, on frappe à la porte. Alors, je vous ai mis en regard l'une des images du cauchemar avec ces deux figures imposantes aussi qui vont arriver avec la poupée et en dessous ce qui va se passer véritablement dans la réalité, c'est-à-dire que le grand-oncle et la grand-tante en fait viennent bien non pas oublier l'anniversaire de leur petite mais lui apportent donc comme cadeau un vélo rouge. Et ils disent, c'est peut-être pas très clair pour vous à l'écran, ils disent « tu es notre garçon manqué », donc on a la reprise de cette insulte sexiste avec une légère modulation puisqu'ils disent « tu es notre garçon manqué, chéri ». Et voici la dernière double qui court sur la garde de Faim et dont la scène se déroule sans doute quelques mois plus tard, à l'automne, et nous dit que quand il ne pleut pas, les jours de repos, mère et fille partent en vélo, le fameux vélo rouge, et en pique-nique, et que ce couple de femmes grandit, semble-t-il, sans les affres du ravage mère-fille, ni les dénonciations des familles monoparentales. Avec ces 3 albums, nous étions dans les années 1970, aussi bien du point de vue de la date de publication que dans l'esprit un peu avant-gardiste qui les animait. Aujourd'hui, il y a au moins un album à forte coloration autobiographique et dédié par l'auteur à ses parents, qui se souvient de cette époque. Il s'agit de Mes années 70, de Claudine Desmarteaux, paru en 2000 aux défuntes éditions du Panama. La couverture donne le ton.
Un, par la couleur orange, symbole chromatique des 70s. 2, par la tenue vestimentaire du personnage, alors pas forcément très saillante. Cagoule immonde, dira le texte, un peu plus tard. Et anorak en synthétique. Et puis, troisième élément, les idées de cet enfant qui sont formulées sous la forme de bulles. Peace and love and flower power, semble nous dire cette couverture. Je ne vais retenir là encore que les pages qui montrent ensemble mère et fille, et voici la première occurrence. À gauche, nous avons un exemple de lecture type des enfants dans les années 70, la vache orange. Alors cette vache orange a eu toute une histoire éditoriale très très intéressante. Je vous dirais simplement qu'aujourd'hui encore, on le trouve sur le stand, j'imagine, du Père Castor, Flammarion. En tout cas, c'est sans cesse réédité. Et à droite, nous avons l'irruption de la mère. Cette fois, nous la voyons bien, cette mère, à l'image, dans la chambre de sa fillette, une chambre en désordre, où on peut voir qu'il y a bien des lectures possibles. Cette page semble s'attaquer d'entrée à 2 stéréotypes sexistes, qui seraient qu'une fillette serait forcément ordonnée et que forcément elle ne lirait pas, et encore moins de BD. Je vous ai dit que c'était un album à forte coloration autobiographique, et on sent bien que des marteaux percent sous Claudine, ici déjà bien immergée dans son univers d'images. Plus avant dans l'album, des images montrent en action la mère de l'auteur et sa conception de la vie qu'elle partage avec son compagnon. Elle aime les groupes rock à la mode, elle emmène ses filles voir Amarcord de Fellini, elle fume, elle a une coiffure déstructurée comme vous l'avez vu, elle s'habille en pantalon et ne voit pas d'un mauvais œil la présence de Charlie Hebdo chez elle, magazine qui est lu par son compagnon ou son mari. Et quand elle épluche des pommes de terre, parce qu'elle aussi, elle épluche des pommes de terre, comme le faisait la mère de Julie, et même si elle porte un tablier de femme au foyer, parce qu'elle porte effectivement un tablier, eh bien, elle le fait en fumant et en chantant du Polnareff, ce qui, bien sûr, change un petit peu la donne. Je montre une dernière image pour dire combien la culture la culture révolutionnaire de mai 68 a imprégné cette maison familiale. Ici, la toute-puissance maritale est contestée et la pudibonderie recalée. J'aurais presque envie de dire qu'elle semble loin, très loin, ces années-là. Deuxième temps, je t'aime moi non plus, ou ce que peut devenir la relation mère-fille dans l'album d'aujourd'hui, avec un premier temps sur tradition quand tu nous tiens. Force est de constater en ce début de 3e millénaire la belle résistance des vieux schémas qui structurent et pensent la bonne mère au service de son enfant, parce qu'il est rassurant de croire que sur elle reposerait la responsabilité éducative et que si elle n'assurait pas cet office, la société serait en droit de lui demander des comptes. La dite société occidentale mise donc sur les mères qui seraient vertueuses. En commercialisant tout récemment des babys gros très sexués et sexistes, la puissante marque Petit Bateau reconduit les tempéraments stéréotypés des filles et des garçons, lesquels, si ils et si elles doivent grandir avec de tels traits de caractère immuables, auront tout pour devenir d'un côté des hommes virils et courageux, ou des femmes sensibles, voire hystériques, et douées pour toutes sortes de maternage. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, chez nous, c'est ce qui se vend en ce moment, dans toutes les grandes surfaces. Donc, des petits babygros pour les filles. Vous avez inscrit dessus jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, élégante, belle, petit bateau. Et pour les petits gars, c'est courageux, fort, fier, robuste, malin, vaillant, rusé, habile, déterminé, espiègle, cool. L'héritage de mai 68 semble définitivement réduit à la portion congrue, n'ayant pu faire fructifier ses intérêts. Je serai comme maman est le credo de certaines filles d'album. Et il se trouve que dans ce cas, la mère ressemble de près à ce portrait figé proposé par la docteure Catherine Dolto, fille de sa mère. Et elle se présente ainsi sur la couverture dans son petit album documentaire intitulé Filles et garçons, paru dans la collection Giboulet chez Gallimard Jeunesse en 2007. C'est en regardant faire son papa qu'on apprend à devenir un homme adulte. Quelle fête quand maman permet de se maquiller comme elle. On a très envie de lui ressembler et d'être aussi jolie qu'elle. Les modèles identificatoires proposés ici relèvent d'une approche univoque, très réductrice, très sexiste et sexuée, laissant peu de place à d'autres possibilités d'imitation de l'un des deux parents
et aucune place pour un regard croisé entre père et fille ou mère et fils. La mère, figure sacrée, sacralisée, doit condenser en elle d'innombrables qualités, dont la gentillesse, la compréhension, la séduction, les aptitudes à être double ou triple active et à soigner. Autant de qualités que dénombrent ces fils et filles de l'album Une vraie maman de René Guichou et Thomas Bass chez Albin Michel Jeunesse, collection Zéphyr, paru en 2006. Alors si l'apport dans les seuls contenus, parce que sur le plan graphique, à mon avis, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Sur le plan des contenus, il y a cette idée d'imaginer des mères, et des mères qui travaillent à l'extérieur, des mères qui peuvent souffrir du chômage, des mères qui ne comptent pas forcément sur une aide masculine. Donc il y a là un élan généreux d'aller vers autre chose, vers d'autres représentations. Il n'empêche que, en lisant cet album, on s'aperçoit que la mère est parfaite, si je puis dire, d'un bout à l'autre, comme le montre, je n'ai retenu que 2 images. Ça, c'est la scène d'ouverture. Alors, les auteurs ont bien le souci de souligner la diversité physique et ethnique des mères. Pour autant, cette scène d'ouverture impose le cliché que l'heure des parents, c'est surtout l'heure des mamans. Pas un père ne vient chercher son petit, sa petite à la sortie de l'école. Ce livre-là fonctionne en binôme avec un autre qui s'intitule Un vrai papa. Et le vrai papa s'ouvre sur la scène à la maternité. Et là, forcément, les 3 sont réunis. Difficile de se passer de la parturiente. Donc la maman est bien là, le bébé arrive et il y a le père. Parce que c'est un moment solennel d'intronisation. Alors on se dit là aussi, quel album audacieux. C'est vrai que les pères, pendant longtemps, n'ont pas été forcément présents aux accouchements. Donc là, il est présent, mais si on met en regard l'incipit d'un vrai papa avec l'incipit d'une vraie maman, on est obligé de se dire que le père, il est peut-être là pour l'accouchement, mais après, on ne peut pas compter sur lui. Il est comme dispensé du suivi éducatif ordinaire. Et sa présence à la maternité, du coup, revêt un caractère extraordinaire qui participe à la nouvelle geste héroïque de ceux que l'on nomme les nouveaux pères. Donc la vraie maman, dans cet album, c'est en fin de compte celle qui est polyfonctionnelle dans ses tâches domestiques et professionnelles. Mais dans cet album, elle se montre rarement avec une fille seule, il n'y a qu'un cliché, et c'est forcément, j'ai envie de dire, la scène de la salle de bain, une situation très connotée, surmarquée de féminité, où, voilà, ça donne ça. Mère peut-être, mais pas seulement. Je vais considérer ici, pour finir, 2 cas de figure. La mère seule, avec une ou plusieurs filles. Dans ce cas-là, la société la regarde de biais. Entendons, de travers. Non seulement pour la mettre sur écoute et en observation, mais encore pour invalider sa capacité à éduquer. Et je prendrai un 2e album pour montrer la mère qui reste femme aussi et avant tout, et qui entre en conflit avec sa fille. Là encore, elle est saisie de façon critique par l'espace social, car c'est sur elle que tombe la suspicion d'être une mauvaise mère. Voyons d'abord la mère seule. S'il est une catégorie assez bien représentée dans l'album de jeunesse contemporain, c'est celle des mères qui élèvent seules une enfant. Sur le plan sociologique, une telle configuration soulève bien des questions. Sur le plan narratif, en revanche, ces binômes s'avèrent précieux, surtout lorsque l'enfant n'est plus un bébé, mais un être de réflexion, capable de poser, voire d'opposer une personnalité, des désirs et des besoins divers. L'enfant grandit, est en effet alors à même de faire bouger sa mère et de modifier la relation filiale dans ce qu'elle avait d'évident et de confortable du temps de la toute petite enfance, du temps du sein ou du biberon. Mieux, la fillette, et plus rarement l'adolescente, est toute disposée à participer activement au jeu passionné, parfois violent, des échanges affectifs avec sa mère. Et à ce propos, pour ce qui a trait à la relation entre une mère et une fille, Marie-Magdeleine Le Sana a même avancé ce que j'ai dit tout à l'heure, comme ça, et avant de l'analyser, le paradigme du ravage, c'est un mot emprunté à Jacques Lacan. Je m'appuierai sur un seul exemple, décliné pour l'heure en 2 albums qui font sens ensemble et qui, à mes yeux, sont remarquables. La trilogie est annoncée. Le premier s'appelle Dudu. Il est signé par l'artiste Betty Bone. C'est le premier opus, donc, de ce qui doit être une trilogie. Ce livre-là est sorti chez Thierry Magny en 2005.
Comme bien des débuts d'albums rencontrés jusqu'alors, celui de Betty Boone commence aussi par un large panorama sur une ville. Et dès la double suivante, nous apprenons que deux fillettes cherchent, je cite, leur têtue de sœur qui s'est perdue tout à l'heure. Le canevas narratif est le suivant. Chaque double présente une étape de la quête de plus en plus angoissée et angoissante, y compris pour le lecteur, pour la lectrice, qui en vient à imaginer le pire, tout simplement parce que le pire est devenu une situation courante dans nos civilisations. Je veux parler de l'enlèvement d'enfants, du viol des fillettes et des jeunes filles. Tout est mis en place pour que notre premier réflexe interprétatif soit celui de quelqu'un ou de quelqu'une qui postule d'emblée le dénouement tragique. De fait, tout l'album, moins la dernière double, se déroule dans l'espace urbain, inquiétant souvent, en compagnie des fillettes qui cherchent leur sœur. Il se termine par celle-ci, qui autorise l'entrée en scène magistrale de la mère des trois fillettes, et c'est à ce moment-là simplement que nous savons qu'il s'agit bien de la maman, parce que les enfants disent « maman », tout simplement, c'est comme ça que nous savons qu'il s'agit de leur mère. Voici cette dernière double. Le fond noir a été préparé par les deux doubles précédentes et a envahi tout l'espace, qui laisse échapper pourtant trois couleurs significatives. D'abord le blanc, rassurant de la maison familiale, de l'intérieur, qui contraste avec ce noir. Le rouge, qui unit et réunit mère et fille, et qui rappelle certains rouges péraldiens. Enfin, le bleu du chat, couleur quasi impossible, mais convoquée sans doute pour son pouvoir magique et mystérieux, et très inter-iconique, hein, pensons au chien bleu de Nadja ou au chat orange d'Alan Metz. Alors, la mère, elle est en majesté, certes, il suffit de la voir dans sa position, dans l'encadrement de la porte, elle apparaît, elle transperce la page, littéralement. Et son apparence, le texte dit qu'il s'agit d'une femme accorte, et qu'elle a une voix blanche, donc signale la bienveillance. Et nous sommes surprises de cette impression de calme pour finir un album qui avait tout mis en place pour nous faire craindre le pire. Et il se trouve que j'ai eu quelques échanges électroniques avec Betty Boone, et je souhaiterais vous en faire part, parce que là, ça traduit quelque chose peut-être d'inquiétant quand même. C'était il y a 1 an et demi. Elle dit ceci: je prépare actuellement le 3e volet de la trilogie. L'idée de la trilogie est née, c'était pas, au départ, elle devait écrire que celui-ci. Et puis en fait, vous allez voir. L'idée de la trilogie est née après la publication du 1er tome. En fait, elle est venue d'une critique récurrente qui m'était faite au sujet d'un aspect du livre. On me demandait ce que faisait la mère. On me demandait ce que faisait la mère pendant que ces 3 filles erraient dans la ville. Certains trouvaient cette inconstance de la mère proprement inacceptable. Alors, pour m'amuser au début, avec un peu de mauvais esprit, on va dire, j'ai imaginé ce que faisait la mère. J'ai imaginé une mère irresponsable, artiste, l'antithèse du modèle de perfection maternelle, mais une mère qui existe et qui a de l'amour à donner. Puis, naturellement, est venue l'idée du 3e tome, sans lequel le projet resterait bancal, ce que faisait Dudu. Alors, si vous le voulez bien, je vais entrer dans le second volet de la trilogie, qui s'appelle Dudu, Coco et Nana, paru en 2008. En ayant en tête la démarche octoriale que je viens de vous signaler, nous retrouvons les 3 sœurs, prénommées Dudu, Coco et Nana, en compagnie de leur mère et de leur 4e sœur, qui s'appelle Titi. Ça, le texte ne le dira pas, on le verra à l'intérieur d'une petite bottine. Il faut vraiment aller chercher cette information, c'est marqué Titi. Toutes les 5 sont au goûter, avant que les 3 aînés ne sortent pour aller jouer, et là, on va faire le lien avec le premier tome. Et pendant ce temps-là, la mère et la toute petite vont rester à la maison pour rejoindre l'atelier en sous-sol. Alors, le temps va s'écouler dans cet album, à peindre et à dessiner. Nous restons avec la mère et la petite dernière, jusqu'à ce que la sonnerie du téléphone trouble leurs pensées lointaines. Il est 7h15 le soir. À ce moment-là, la mère s'alarme, car ses fillettes ne sont toujours pas rentrées. Alors, le lecteur, la lectrice n'est pas inquiète, car nous faisons le lien avec l'album précédent, et nous nous souvenons que Dudu a échappé à Coco et Nana, et qu'il leur a fallu du temps pour se retrouver et rentrer à la maison, saines et sauves. Le point de vue adopté ici, c'est celui de la toute petite, Titi, qui, au moment où elle voit le temps passer, se dit « ma mère est inquiète, je vais essayer de la rassurer ».
toute l'atmosphère de cet album est subtilement macabre. Alors il y a des crânes qui sont déposés dans la montée d'escalier, il y a des chauves-souris, il y a des corbeaux noirs qui volent dans la maison. Bref, Betty Bone éprouve nos nerfs de lecteurs et de lectrices et retarde l'issue, mais nous la connaissons l'issue si nous avons lu en tout cas le premier. En revanche, ce que nous ignorons, c'est comment elle, en tant qu'artiste, va nous montrer eh bien, ce qui s'est passé juste avant l'apparition maternelle dans la porte. Comment ça s'est fait? Eh bien, voici comment ça se fait. Alors, il faudra, je ne sais pas si les éditions Thierry Magnier, mais oui, ils doivent être représentés ici, et j'espère qu'il y a cet album. Il faut le voir, parce qu'en fait, l'artiste, voilà. Comment finira cette histoire? Triple fessée ou pleurs de joie? Qu'en pensez-vous? Qui croyez-vous que maman soit? C'est la petite Titi qui parle. Et là, nous avons peur quand même. Nous voyons l'avancée déterminée, les jambes là, de la mère, cette avancée déterminée. Et il y a une page, en fait, qui est intercalée, comme chaque fois dans cet album. Une page blanche qui est intercalée et qui nous dit, plutôt comme ceci, et vous voyez la main maternelle puissante qui... On nous a mis dans cet état-là. On attend que cette mère, enfin... réprimande ces fillettes qui se sont égarées et qui rentrent très tard. Donc, est-ce que ça va se finir comme ça ou est-ce que ça va se finir comme ceci, c'est-à-dire par des bisous? Alors, cette page intercalée, c'est tout le génie là, de Betty Bone sur fond blanc. Elle porte les textes. Alors, elle porte les textes, c'est-à-dire un autre discours que celui des images. Et à ce titre, tout est fait pour nous piéger, pour nous égarer. Mais elle fait encore davantage, il me semble. Cette page intercalée symbolise l'espace fantasmé de l'instance narratoriale. Il y a ce qui se passe dans la réalité, des images. Et bien, dans la réalité des images, c'est du bonheur, les retrouvailles de ce petit gynécée. Et il y a ce qui se passe dans le discours textuel qui nous force à penser, pire, à malicieusement désirer la réprimande, voire la fessée. Mais que faisait donc Dudu? Ça, je ne peux pas vous répondre, parce que c'est le 3e opus qui doit le faire, et visiblement, il n'est pas encore paru. Il me reste quelques minutes, et je voudrais donc, comme promis, aborder la mère qui est aussi femme, à travers un album au moins, le 2e, on n'aura pas le temps, mais vous le connaissez. Et on pourrait intituler ça le conflit de point la mère et la femme et la mère, en reprenant le titre de l'essai d'Elisabeth Badinter sorti chez Flammarion en 2010. Aujourd'hui, les femmes occidentales, dans leur grande majorité, ont l'opportunité de décider entre leur désir de femme et leurs envies d'être mère, et parviennent même à concilier les deux aspects, par exemple en devenant mère tardivement ou et en n'ayant qu'un enfant, qu'une enfant. La philosophe Elisabeth Badinter les appelle justement des négociatrices. Et nous savons d'expérience que, pour le meilleur et le pire, des mères le sont, tout en vivant par ailleurs d'autres expériences que la maternité. Toutefois, il arrive que le conflit l'emporte et assassine ou la mère, ou la femme, ou les deux. Mais il arrive aussi que mère et femme cohabitent en bonne intelligence dans la même personne. La femme peut être mère, par choix ou non. Elle n'en reste pas moins femme et le revendique dès lors qu'elle a la force de résister à toutes les pressions des idéologies dominantes. Il existe ce que la société nomme, très à la légère, des mauvaises mères. Mais parmi elles, et en littérature, il y a peu de mauvaises mères biologiques. Dans les contes de Perrault, ce sont des marâtres, donc les secondes épouses du père et non les mères biologiques qui sont mauvaises. Dans la trilogie de Fleurville, que Ivan Chenouve citait tout à l'heure, de la comtesse de Ségur, il y a Madame Ficini, mais c'est une marâtre aussi. Or, la mauvaise mère est possible. Médée en est un cruel exemple symbolique et constitue l'impensable de la mère, pour ne pas dire l'impensé. Observons comment notre société maltraite, évince, gomme, cache, refuse encore l'infanticide. L'ogresse existe, ici ou là, dans les contes, mais on dit rarement qu'elle est mère, sauf lorsque Valérie Dair et Wolf-Erlbruch signent un album rare et puissant intitulé « L'ogresse en pleurs », où l'on apprend qu'une mère dévore son propre bambin, mais sans voir la scène de dévoration à l'image. C'est un effet saisissant qui est ménagé par Wolf-Erlbruch. Si le meurtre de l'enfant n'est pas mis en scène dans l'album, en revanche, la maltraitance d'une enfant
par ses parents a donné lieu à quelques albums significatifs qui empruntent en général les voies de la métaphorisation. Je pense à L'Enfant Silence de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe, paru au Seuil Jeunesse en 2008, ou laisse la place à une interprétation largement ouverte, et je pense au Savoir-vivre de Yann Fastier à l'Atelier du Poisson Soluble, paru en 2000. Je retiendrai donc 2 exemples, mais peut-être qu'un, on n'aura pas le temps de voir l'autre, qui pourraient avoir pour illustre emblème 2 figures mythologiques, donc Médée d'une part et Déméter de l'autre. Dans le premier album, nous allons voir une femme qui oublie la mère en elle, et de façon dommageable. Dans le second, on ne le verra peut-être pas, il est question d'une mère qui vit bien son état de femme et sa fille, adolescente, qui cherche à être plus que fille de sa mère. Alors dans l'exemple à suivre, la mère n'a pas l'intention de tuer sa fillette, mais si elle avait continué à l'abandonner ou à la négliger, assurément l'enfant aurait dépéri et aurait connu le pire. Dans Ce type est un vautour, les albums Casterman, 2000, nous avons Sarah dans un rôle inhabituel, puisqu'elle est au texte ici, et Bruno Heitz qui est à la gravure. Ils engagent une partie délicate en mettant en scène une femme qui est mère, aussi, mais qui, à ce moment de sa vie, n'est plus qu'amante à l'excès, jusqu'à l'aveuglement, jusqu'à la perte possible de sa fillette, laissée dans la maison, oubliée dans un bar, abandonnée à la violence de son homme à l'harmonica. Comme souvent chez Sarah, un chien est le héros et le porte-parole de l'histoire, alors tout sera vu et analysé depuis son point de vue. Séduite par l'harmonica, la femme dont on ne verra jamais le visage n'intervient pas lorsque l'homme, qui subit le même traitement graphique, nous les avons ici, là, on ne verra pas son visage, va violenter verbalement la petite fille. Donc il la violente jusqu'au jour où il se passe ceci. Quand la petite s'est réveillée, elle a vu le mec, elle s'est mise à hurler, c'est le chien qui parle. Il a sursauté, ta gueule le chiard, il lui a pris le bras, il a secoué, la petite s'est tue. Et qu'est-ce qu'on a vu? On l'a vu, elle. Là, il y a... L'effroi se lit sur le visage de l'enfant, hein, tout comme le texte qui envisage le châtiment corporel, et nous sommes sidérés. Il y a un suspense du texte ici, le chien lui-même semble un petit peu désemparé, et voici ce qui se passe à la tourne de page. S'avancer, menaçante, vers lui, elle lui a montré la porte, il a essayé son sourire, elle a fait un pas, il a essayé son harmonica, elle a ouvert la porte, il a attendu qu'elle sorte, il est sorti, elle a fermé la porte derrière lui, à clé, et elle a pris la petite dans ses bras, j'étais content. Voilà. C'est l'enfant qui retrouve sa mère qui retrouve en elle bien sa maternité, et un album qui est terrifiant et qui est subtil. Mais c'est Sarah, encore une fois, qui l'écrit et qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup mis en scène des femmes et des femmes seules sur les quais, dans des milieux interlopes. Et là, on n'a pas envie, on peut pas. On n'est pas autorisé à critiquer cette femme. D'ailleurs, qui sommes-nous, nous, lecteurs, lectrices, pour la critiquer? Que savons-nous de sa vie, si ce n'est qu'à ce moment-là, effectivement, elle a été perdue par l'amour. Je vois qu'on me fait signe, donc je vais conclure. Je vous renvoie pour ces mères qui sont aussi femmes, à Venise n'est pas trop loin. Je voulais terminer sur un album de Christian Bruel. Et juste ma conclusion, c'est quelques lignes. Il est temps de conclure. Donc la relation mère-fille en France, mise en texte et en images dans les albums, a enregistré nombre de changements sociaux. Par exemple, le fait que les mères ne sont plus réduites à une fonction, et quand elles ont la chance de bénéficier d'une autonomie financière, le fait encore que leur vie leur ouvre d'autres perspectives et les assujettit moins. Qui a à gagner de ces transformations et de ces avancées sociales? Les femmes, bien sûr, mais encore toutes les personnes qui les environnent, le cas échéant, enfants, partenaires, amis, collègues, etc. Et parmi leurs enfants, leurs filles, qui ne les verront plus reproduire à l'infini les vieux schémas de la soumission féminine. Car qui conquiert la liberté d'expression et l'indépendance financière est susceptible de diffuser autour de soi la liberté d'action et de penser. Alors juste ceci, parce que Ivan a dit tout à l'heure qu'elle n'aimait pas du tout moins ses filles et l'album Mar du Rose. Bien moi je veux défendre Mar du Rose, donc ça sera à vous après d'en juger. C'est vrai qu'elle est toute seule, mais voici ce qu'elle dit à un moment, cette héroïne. Je ne veux plus qu'on m'appelle un garçon raté, manqué à rectifier maman. C'est pareil, je ne veux plus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.